une petite introduction avant que tout le monde prenne la parole. Donc, la transformation digitale a été imposée par la crise sanitaire et la mobilisation de l'État a permis d'assurer la continuité d'exploitation des services publics et aussi, bien sûr, de soutenir l'économie et l'emploi dans la sphère privée. La souveraineté française est apparue comme une des questions majeures de cette crise et au-delà de l'enjeu de la relocalisation de capacités et de savoir-faire, se pose la question de notre réelle capacité à être au rendez-vous du futur. 2,7 millions d'étudiants, 900 000 stages par an à trouver. Pour un ingénieur, la notion de chômage est donc impalpable. D'ailleurs, il nous l'a bien dit, M. Drissi, tout à l'heure, car moins de 3% de la population d'ingénieurs y est contrainte. Alors, avec la French Tech, la France dispose d'un gisement visible d'entreprises innovantes, tout comme d'un tissu industriel de grandes entreprises, mais les moyennes et petites entreprises sont quand même relativement méconnues des étudiants qui se focalisent beaucoup sur les grands comptes, par exemple cotés en bourse. Pourtant, dans les territoires, comme on dit, eh bien, beaucoup d'emplois sont ouverts et tout le monde est à la chasse aux jeunes talents. On l'a entendu d'ailleurs d'Isabelle Masson tout à l'heure, responsable de Ségula, enfin des ressources humaines de Ségula Technologies. Face à une pandémie inattendue, rapide et d'une ampleur, d'une longueur insoupçonnée, nous avons tous nous adapter à de nouvelles méthodes de travail et d'études, aux relations à distance, au télétravail et au téléenseignement. Les jeunes y sont bien moins préparés que ceux qui travaillent et pour cause, la formation française avant bac est une forme de coaching permanente. Elle ne pousse pas à l'autonomie, pour moi en tout cas, mais au contrôle et à la sanction permanente. D'ailleurs, en plus, le quota maximum en présentiel dans les entreprises imposé par l'État face à cette pandémie, mais de fait, les étudiants hors des marchés de l'emploi et des stages, donc quid de la transmission du savoir et donc du savoir-faire entre salariés et partenaires, quid de la recherche des stages et de l'apprentissage, j'ai envie de demander pour cette première table ronde. Mais tout d'abord, on va aborder ce sujet, si vous voulez bien, du thème donc formation des ingénieurs et préparation à l'emploi en 3 questions. Et j'ai envie de faire parler tout de suite eh bien, les jeunes, notamment Inès, qui, elle, est en apprentissage. Est-ce que vous êtes avec nous, Inès? Et comment avez-vous fait pour trouver un petit peu eh bien, ces premiers stages et votre premier emploi, formation-emploi en apprentissage? Oui, bonjour. Déjà, est-ce que vous m'entendez correctement? On vous entend et on vous voit très bien, Inès. Bravo. Super. Tout Alors va déjà, bien. je voudrais préciser, je ne suis pas en contrat d'apprentissage, je suis en contrat de professionnalisation. Donc, c'est C'est pas tout à fait pareil. Exactement. Je suis donc en dernière année en alternance. Alors, comment ça s'est déroulé? Donc, l'été dernier, c'était donc assez compliqué de trouver un stage. Et donc, pour un peu avoir un peu plus d'expérience que ce qui était prévu avec un stage un peu plus court ou assez différent de ce que je voulais faire, je me suis tournée vers l'alternance. Et donc, j'ai trouvé tout simplement une annonce donc, l'été dernier sur des réseaux sociaux, donc LinkedIn en l'occurrence. Donc finalement, LinkedIn, c'était un bon moyen pour vous de pouvoir trouver cette entreprise. C'est le meilleur outil en ce moment, vous diriez, vous? Alors, je ne dirais pas que c'est un meilleur outil qu'un autre. Je dirais que c'est un outil qui peut être utilisé par les élèves ingénieurs, qui est assez bien fait quand on a donc un bon réseau qui se travaille tout au long de sa scolarité et qui peut justement être utilisé même bien après pour justement développer ses contacts et rester en contact avec un réseau qui peut être très utile pour trouver soit donc une alternance comme moi donc j'ai trouvé, soit même un premier emploi. Est-ce qu'il faut être agile sur plusieurs réseaux? Combien de sites allez-vous voir pour trouver un emploi? Comment vous avez fait? Alors quand je vois autour de moi, donc je parle pour moi, mais aussi pour mes camarades ou des écoles que j'ai pu, des camarades que j'ai pu rencontrer même dans d'autres écoles, on ne se focalise pas sur un seul réseau. On va plutôt regarder donc soit les annonces donc, sur internet, sur des sites d'offres en ligne. Est-ce que Ou vous pouvez sinon, les nommer? C'est ça que nos jeunes veulent entendre. comment? Est-ce que vous pouvez les nommer, ces Alors sites? j'en ai un qui me vient en tête, c'est Indeed. Les autres, je ne les connais pas, j'avoue. Et sinon, donc avec ces réseaux-là, LinkedIn qui est très très utilisé, surtout en ce moment, on voit beaucoup de publications assez quotidiennement d'étudiants, de camarades qui cherchent des emplois, des stages et qui postent sur les réseaux pour que leur réseau partage et qu'ils puissent justement toucher le plus de personnes possible pour avoir un stage qui leur correspond mieux. Finalement.
Alors, donc, vous avez fini par trouver le contrat de professionnalisation. Il faut dire que c'est la 3e année finalement, hein, c'est bien Exactement. ça. C'est ça la différence avec un apprentissage. Comment ça se passe cet emploi? Est-ce que c'est de la télédistance? Est-ce qu'il y a des quotas imposés dans l'entreprise où vous êtes pour qu'on puisse se réunir? Comment ça se passe en ce moment? Oui, il y a des quotas dans toutes les entreprises, hein. Moi, j'ai commencé donc en septembre dernier, donc j'ai demandé à être totalement en présentiel, au moins au début. Après, ce n'était plus possible, mais j'ai quand même demandé à garder un petit contact au siège pour continuer de rencontrer mes collègues et de pouvoir garder ce lien avec l'entreprise pour travailler plus efficacement et surtout pour garder un contact humain qui permet de travailler beaucoup plus facilement avec les personnes avec qui on interagit tout au long de l'année. Alors, du coup, on vous a accordé d'y aller combien de fois par semaine ou tous les 15 jours? C'est comment ça se passe? Alors, c'est vraiment à ma convenance. J'ai juste à prévenir assez longtemps en avance et après, j'y vais autant de fois que je veux tant que les personnes, tant que le quota n'est pas atteint dans l'entreprise. Alors, est-ce que d'abord la fiche de poste correspond à ce que vous avez prévu au départ? Est-ce que c'était votre attente? Oui, 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 complètement. Les fiches de poste sont très bien faites. Et puis quand je vois même mes camarades qui cherchaient des stages, les personnes donc, qui sont en alternance ou même en stage, leur emploi correspond à ce qu'ils avaient demandé, étant donné que même en distanciel, on a plusieurs entretiens à passer, que ce soit technique ou des entretiens RH ou des entretiens de personnalité. On reste quand même comme si c'était en présentiel, donc avec des étapes de sélection pour après être recruté. Et donc, du coup, on a le temps, au fur et à mesure, de voir si l'emploi qu'on nous propose correspond bien à ce qu'on attendait. Vous étiez angoissé au départ? Vous aviez des craintes? Non, pas vraiment. Non, ça t'était bien passé? Oui, oui. Alors, l'encadrement et la transmission donc, du savoir-être, finalement de la philosophie de l'entreprise, on vous la donne, vous pouvez quand même y avoir accès? Oui, complètement. Alors, c'est une manière totalement différente de travailler, mais après, on y est tous confrontés. Donc, finalement, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix. Mais on a juste une manière différente de travailler en distanciel qui est quand même assez intéressante. On a potentiellement plus de réunions, on a plus d'appels, on travaille beaucoup en visio. Quand je vois aussi d'autres élèves qui sont en alternance, ils ont aussi plusieurs jours en présentiel. Ça permet comme je disais tout à l'heure, de garder le contact. Et puis sinon, on s'organise autrement pour cette transmission de savoir dont vous parlez. C'est-à-dire qu'on va avoir des points quotidiens avec des managers, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. On a 2 tuteurs, donc en entreprise et à l'école, qui nous suivent assez régulièrement et vers qui on peut se tourner en cas de difficulté. Donc, pour le coup, je ne pense pas que la transmission de savoir ait été dégradée par rapport à un schéma habituel. Donc, finalement, vous êtes contente? Tout va bien dans le meilleur des mondes, Tout va bien dans le meilleur des mondes. si on peut dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça correspond à ce que j'attendais. Et pour le coup, l'entreprise est assez satisfaite du travail, du format dans lequel on travaille. Donc, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, vous êtes en relation avec pas mal d'étudiants, bien évidemment. Est-ce que c'est le sentiment général ou bien est-ce que vous avez des remontées sur les craintes ou les désirs ou les souhaits de ces jeunes ingénieurs autour de vous? Oui, alors ça dépend totalement des personnes vers qui on va se tourner. Je dirais que le sentiment général, c'est un sentiment quand même qui est assez confiant. On a peut-être au début cette crainte de ne pas réussir à trouver un emploi ou un stage qui nous correspond, mais une fois qu'il est trouvé, je ne vois pas d'appréhension pour ce premier rapport au travail en tout cas. Puis il faut savoir aussi qu'en école d'ingénieur, on a énormément de stages. On a été confronté à l'entreprise plusieurs fois au cours de la scolarité. Et donc, on a pris en tout cas cette habitude d'avoir un contact assez régulier avec des entreprises et finalement de s'habituer au fur et à mesure. On va poser les mêmes questions à Maxime Renaud s'il est avec nous. Maxime Renaud, vous représentez le bureau des anciens élèves. Vous êtes là? Je représente le Bureau national des élèves ingénieurs. Voilà, merci Maxime, le Bureau national des élèves ingénieurs. Alors, même question qu'à Inès. Quel est le sentiment des jeunes ingénieurs en ce moment face
notamment à cette pandémie et comment s'est passé ces premiers stages, premier emploi, cette mise à distance obligatoire? Sur la question de l'insertion professionnelle, il y a des inquiétudes, mais ça va énormément varier d'un secteur à l'autre. Je pense par exemple au secteur tel que la mécanique, aéronautique et les transports de manière générale qui sont particulièrement affectés et où trouver un stage peut être beaucoup plus compliqué. On sait que sur une étude qu'on avait menée l'année dernière auprès de 11 000 élèves ingénieurs, il y avait près d'un tiers des élèves ingénieurs répondants pour lesquels la vision de l'entreprise avait changé, le fait qu'il allait falloir s'adapter du coup au télétravail. Pour autant, il y avait des craintes, hein, notamment sur le fait que les stages doivent être menés en distanciel, euh, la peur de la perte de repères, hein, de ne pas connaître ses collègues, de pas avoir de… Parce qu'il y a énormément de choses passent par euh, le savoir-être, et donc on transmet énormément d'émotions et de feedback visuel par le comportement. Et donc, c'était un sujet assez important puisque, outre l'enfermement subi suite au confinement, puis le couvre-feu, être confronté, le stage et l'insertion professionnelle peut être un exutoire par l'activité, par le fait d'être en activité, mais si on continue à être toujours dans le même milieu, c'était une source de tension a priori. Je sais qu'il y a énormément d'élèves pour lesquels les stages se passent extrêmement bien à 100% distanciel, mais j'ai l'impression quand même que c'est une minorité et que le consensus actuellement que je peux observer, c'est un 2 jours de présentiel, 3 jours de distanciel. C'est quelque chose que les étudiants arrivent à plutôt bien accepter, même les jeunes ingénieurs ou les personnes que je peux rencontrer apprécient l'hybridation du travail, euh, mais actuellement à 100% distanciel, particulièrement sur les premières semaines de stage ou de premier emploi, afin de s'acculturer et de rencontrer ses collègues d'un point de vue aussi plus personnel, puisqu'on ne peut pas nier complètement la dimension personnelle des relations professionnelles, est essentielle pour se sentir en quelque sorte chez soi quand on est en stage ou en entreprise. Alors, il y a quand même un petit souci en ce moment, j'imagine, c'est de trouver des stages pour valider ces diplômes. Où est-ce qu'on en est, à votre avis? Qu'est-ce qu'on dit autour de vous, au niveau Alors, du Bureau national des élèves ingénieurs? la CDFI avait émis le chiffre que d'habitude, il y a à peu près 3 à 4 offres de stage par élève ou par étudiant, peut-être. Actuellement, on est plus autour de 2. Donc, ça montre qu'il y a une baisse de l'offre. Euh, je pense que la majorité des élèves peuvent trouver un stage, euh, même tous peuvent trouver un stage. Cependant, se pose le problème du choix et peut-être qu'il faut revoir ces exigences pardon, à la baisse pour certains, peut-être revoir le secteur dans lequel ils vont être amenés à travailler. Actuellement, travailler chez Airbus, je sais que c'est un rêve pour beaucoup d'étudiants qui font des études en mécanique ou en aéronautique. Pour autant, ils doivent reconsidérer leur projet professionnel. Euh, et je ne pense pas qu'il y ait énormément d'inquiétude autour du chômage des ingénieurs, mais plus sur comment je vais construire mon projet professionnel pour qu'il me corresponde après les 5 années que j'ai passées euh, à étudier pour pouvoir accéder à cette position-là. Et donc ça, c'est la majorité des questions qui vous reviennent. Oui, c'est la question du projet professionnel. Les plus grosses inquiétudes actuellement sont plus sur la formation en elle-même, hein, puisque beaucoup d'élèves ont du mal avec le distanciel et le fait de ne pas avoir de vie sociale à proprement parler. Donc, mais sur la question de l'insertion professionnelle, là, on a les mêmes problématiques que les années d'avant, à savoir c'est difficile de trouver un stage, il y a énormément de concurrence, sauf que là, c'est amplifié par la baisse de l'offre. Mais je ne doute pas que ça va plutôt bien se passer pour la grande majeure partie d'entre nous. Donc finalement, si on vous entend bien, la grosse inquiétude, c'est plutôt sur la formation actuelle. Vais-je réussir mes études en distanciel? Oui, puisque du coup, c'est une source d'inquiétude sur est-ce que ma formation continue à être de qualité, va continuer à être pertinente vis-à-vis des entreprises dont les exigences ne vont pas baisser. Et des inquiétudes aussi en termes de, enfin, pas d'inquiétude, mais un sentiment de mal-être, puisque du coup,
le couvre-feu fait qu'un étudiant en école d'ingénieur a à peu près 25 heures de cours par semaine, si ce n'est 30. Donc, c'est très commun de se finir à plus de 18 heures. Donc, on est chez soi toute la journée. Donc, au BNUI, on a hâte. On est très content déjà de la réouverture à 20% dans les établissements. On espère pouvoir monter à 50% de jauge et le plus d'étudiants possible en présentiel le plus rapidement possible, quoi. Bien sûr. Et bien justement, pour répondre à toutes ces interrogations, je vais appeler donc les autres, les formateurs et entreprises autour de cette table ronde. Donc, j'appelle Florence Dufour, fondatrice et directrice de l'EBI, l'École de biologie industrielle. Stéphanie Devez-Delaunay, qui représente le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Elle est chef de département adjointe lien formation-emploi à la DGSI de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. J'appelle aussi Mamed Drissi, qu'on a entendu tout à l'heure, qui représente la conférence des grandes écoles, et puis Johan Gallo, Mecavenir, CFA. Alors, qui veut peut-être prendre la parole en premier sur justement ce problème de peut-être qu'est-ce que l'interrogation des jeunes, que demandent les entreprises, comment vais-je valider mon diplôme? Peut-être on va commencer par que demandent les entreprises, quel secteur fonctionne, quelles compétences attendent les entreprises. Qui veut démarrer? Florence Dufour. Oui, c'est difficile de parler pour l'entreprise hein, quand on est un directeur général d'une école, mais néanmoins, on voit quand même quelques tendances. Donc, nous, évidemment, il y a eu un appel d'emploi et d'opportunités très fort avec le challenge biologique qu'on a affronté. Hein. La pandémie est là et elle est là partout. Donc, même si on a particularisé les dégraissages de notre entreprise nationale sur la recherche chez Sanofi, il y a bien d'autres endroits où il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Et des demandes de profils de gens qui ont de la curiosité et très souvent à la fois des aptitudes techniques, mais aussi beaucoup l'aptitude à traiter les données et à mettre en perspective et un savoir-être très fort. Donc nous, on voit, on a eu aussi beaucoup de demandes de contrats de professionnalisation. Inès en a parlé là de son contrat pro. Nous, c'était tout à fait inhabituel hein, puisque on a signé en très 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 peu de temps près d'une trentaine de contrats pro pour 180 élèves et donc sans forcément prospecter à ce sujet. Donc, les aides de l'État pour la relance ont beaucoup aidé. Je pense qu'elles sont nécessaires au moins pendant les 3 ans qui viennent parce qu'il y a une transformation qui est attendue. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique pour les jeunes que le contrat d'apprentissage en école d'ingénieur qui prend quand même 3 années complètes et qui suppose quand même de se focaliser un peu quand même sur son métier dès la première année ingénieur. Donc là, il y a vraiment un outil très souple dont on m'a dit qu'il était peut-être menacé par le ministère de l'emploi, ce serait vraiment pas le bon moment parce que je pense qu'il est très, très apprécié des jeunes. Donc nous, côté EBI, École de biologie industrielle, c'est vrai qu'on a plutôt bien vécu avec nos étudiants ce qui s'est passé, après avoir eu très peur. On a fait tous nos efforts pour faire des adaptations de cursus et des validations substitutives sur certaines choses. Les élèves ont moins pu aller à l'étranger, par exemple. Donc, il a fallu regarder qu'est-ce que nous, on leur avait apporté. Est-ce que ça se substituait? Des niveaux de langue, des niveaux de cours d'ouverture, des cours d'humanité et la capacité de travail en distanciel qui est très importante en international. Donc, on a pu faire des substitutions pour les promos. Et puis, l'insertion s'est bien passée. Donc, on a vu quand même quelques tendances. Elles ont été signalées par l'IESF au tout début de cet après-midi. Des tendances un peu de vouloir se dire je ne vais peut-être pas être embauchée, donc je me précipite vers un double diplôme, une deuxième formation. Donc, on a eu des taux d'inscription en master spécialisé ou en double master qui étaient un petit peu inhabituels sur la promotion qui est sortie l'année dernière. Et en fait, là, on a beaucoup moins cette tendance parce que la relance a l'air de démarrer dans notre domaine. On parlait en gros beaucoup du numérique, et puis là, on est ramené à la dure réalité du biologique. Donc, quand on est dans le domaine pharma, cosméto, santé, il se passe beaucoup de choses à la condition d'être curieux.
Alors, on va poser la même question. Merci Florence Dufour. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'école de biologie industrielle. On va continuer sur la vision en fait des entreprises. On en reviendra après sur la formation si vous voulez bien. On va poser la même question sur la vision actuelle des entreprises. Johan Gallo, quel est votre sentiment? Vous êtes le directeur, le responsable de la formation des ingénieurs de Supmeca par apprentissage et votre école est à La Défense sous le nom de CFA, Mecavenir. C'est ça, oui. Alors, merci beaucoup. Alors, à la question que demandent les entreprises à l'heure actuelle, je pense qu'elles demandent surtout beaucoup de flexibilité. On le remarque beaucoup dans le cadre des missions d'apprentissage qu'on a eu l'occasion de remplir cette année, et puis aussi la sortie des jeunes, sortie de diplôme. Le flou, l'incertitude du secteur industriel, parce que nous, on est principalement basé dans le secteur aéronautique, dans le secteur automobile, fait que capitaliser sur un ingénieur spécialisé d'un point de vue dur pour une entreprise, c'est faire un pari sur l'avenir qu'il est pour elle compliqué d'atteindre. Et donc, c'est vrai qu'elles ont tendance à chercher de la flexibilité, de l'adaptabilité par rapport à des missions qui évoluent énormément, des tendances, et le Covid nous en a bien donné la preuve, qui peuvent être revues comme une révolution la veille pour le lendemain, et puis des projets qui apparaissent, qui disparaissent, qui mutent, et sur lesquels, en fin de compte, les ressources humaines au sein de l'entreprise doivent se réadapter, se reconditionner à chaque fois qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a aussi cette notion de télétravail. En fin de compte, effectivement, à la fois dans le flex office, dans l'hybridation des postes, c'est une nouvelle façon de travailler sur laquelle, en fait, on se rend compte que les industriels étaient... Alors, les personnes qui avaient déjà l'habitude en industrie n'étaient pas forcément prêts exactement à développer, à aller dans cette direction. Mais les jeunes, par contre, oui, parce qu'ils ont complètement intégré l'outil du numérique dans leur façon de travailler. Et sur lequel, en fin de compte, du coup, ils ont répondu bien et correctement à ce démarrage de conditions de travail un peu étranges, et sur lequel l'entreprise n'était pas toujours prête, mais par contre, eux, ils étaient prêts. Moi, je prends des exemples où c'est vrai qu'on a des apprentis qui sont arrivés dans des missions d'entreprise, mais voilà, il n'y avait pas d'ordinateur portable. Donc, il n'y avait qu'un ordinateur fixe, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne pouvait pas faire que l'apprenti puisse arriver à démarrer sur des missions. Alors, il a su trouver des réponses, l'apprenti a réussi et l'entreprise ont réussi à trouver des solutions. Donc ça, c'est des bonnes choses. Et puis, je suis d'accord effectivement que nous, en tout cas, ça a eu lieu dans les sorties de diplôme en 2020. La tendance sur le double diplôme s'est faite énormément. Et même aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui se posent la question sur l'avenir. J'ai des apprentis qui sont dans le secteur de l'aéronautique, qui essayent de voir comment est-ce qu'ils vont, à quel endroit ils vont se positionner dans le marché du travail. Et plus souvent qu'avant, ils nous posent la question, est-ce qu'il est pertinent d'aller sur un double diplôme? Est-ce que je dois me bloquer dans le secteur aéronautique en sachant que la conjoncture actuelle de l'aéronautique n'est pas forcément la plus favorable possible? Qu'est-ce que moi, dans les compétences que j'ai acquises, je vais pouvoir mettre en avant pour me permettre de rebondir dans un autre secteur? Je trouvais que l'exemple tout à l'heure qu'avait donné Julien dans sa façon d'aller dans la mécanique et puis après d'avoir basculé dans l'informatique était très pertinent. Et qu'est-ce que moi je vais pouvoir mettre en avant dans mes compétences? Ça, c'est vrai que les étudiants qui sortent de diplôme à l'heure actuelle se la posent beaucoup. Il y a une chose qui est vrai, ça a été évoqué aussi précédemment, l'industrie du futur a encore tout son sens, l'industrie 4.0. L'une des pierres angulaires de l'industrie 4.0, c'est l'informatique, c'est la digitalisation, c'est cette volonté d'arriver à capitaliser toutes les données du secteur industriel pour arriver à savoir en tirer une valeur ajoutée, une ressource numérique. Et je pense que, nous, on l'a déjà fait dans nos formations, et beaucoup d'autres formations vont se développer là-dedans dans l'avenir. Les agrégats d'informatique, de numérique vont devoir se développer aussi beaucoup plus qu'avant dans le secteur, dans la formation, pour arriver à répondre aux enjeux des futures industries. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet.
Merci, Johan Gallo. Autre question par rapport toujours dans ce que demandent les entreprises, quels sont les secteurs aussi, les jeunes se demandent quels sont les secteurs économiques qui fonctionnent. Vous avez dit beaucoup se pose la question au niveau de l'aéronautique. On sait bien que l'aéronautique souffre. Et puis aussi, quelles compétences demandent, à votre avis, les entreprises aux jeunes? Alors, il y a un truc que je me rappelle quand j'ai démarré dans le secteur de la formation, j'avais quelqu'un, un ancien qui m'avait sorti cette phrase, qui m'a dit: ce qui est magnifique chez un ingénieur, c'est que quand on est boucher-charcutier, on sera boucher-charcutier toute sa vie. Mais quand on est ingénieur, en fin de compte, on va évoluer énormément dans ce secteur d'activité. On va d'abord faire du projet, on fera peut-être un peu de mission de méthode, on ira dans du bureau d'études, on va faire dans l'aéronautique, on ira dans l'automobile. On l'a vu de manière importante. Il y a une époque où, en fin de compte, quand l'aéronautique a cherché à développer tout le programme Airbus et A380, ils ont pompé les ressources vives du secteur automobile parce que les pratiques qui existaient dans l'automobile devaient se déployer en aéronautique. Ça s'est fait aussi dans le secteur électrique. Et en fin de compte, les compétences qui sont cherchées aujourd'hui, comme je t'ai dit, principalement chez un ingénieur, c'est clairement l'adaptabilité, l'agilité, la réflexion et la capacité de pouvoir résoudre des problèmes, quels qu'ils soient, et surtout ne pas penser qu'on a la réponse toute faite, et savoir, hein, avec les bribes d'enseignement qui leur ont été données, quelles que soient les compétences, que ce soit de la mécanique ou de la biologie, arriver à se sortir un petit peu et trouver, se développer de manière, avoir une réflexion, une construction de réflexion beaucoup plus importante. C'est les compétences qui sont cherchées, c'est les ingénieurs, ça a été remonté aussi par Madame Masson tout à l'heure, hein, on va d'abord chercher à avoir une tête bien faite, une bonne réflexion scientifique, une bonne démarche d'ingénierie, et que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique ou dans la mécanique, c'est d'abord cette faculté un peu méta dans la réflexion des ingénieurs qui est censée être mise en avant et qui est encore plus recherchée par les industriels aujourd'hui que ça ne l'était avant, je pense. Merci beaucoup pour cet apport. On va poser la même question à M. Drissy et puis après, on va faire intervenir Stéphanie Devez-Delaunay. Monsieur Drissy, quel est le sentiment pour vous au niveau des entreprises, côté entreprise? Donc. Oui, en fait, il y a ce qui a été dit par mes collègues et on le retrouve, je dirais, d'une manière générale, hein, cet aspect flexibilité, cet aspect adaptabilité, agilité. Mais bon, là, il n'y a pas de, je dirais, de nouveauté. Hein, c'est quelque chose qu'on a demandé assez fréquemment à l'ingénieur d'une manière générale. Il y a cette dimension, je dirais, de la gestion de la complexité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Qu'on retrouve. Alors là, on est toujours quelque part sur les fondamentaux de l'ingénieur, donc avec une certaine évolution, peut-être une accélération hein, qui est bien présente. Maintenant, ce qui revient assez souvent, c'est qu'on veut un ingénieur et pas seulement. On veut un généraliste et pas seulement. C'est-à-dire qu'on veut le généraliste, mais qui est expert dans plusieurs domaines. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde un peu les défis des différentes transitions, hein, que ce soit la transition numérique qui était invitée à plusieurs reprises, là, donc autour de l'industrie 4.0, autour de, je dirais, ce passage à l'industrie des futurs, mais quelque chose qui est très transversal, que vous allez retrouver un peu partout. Il y a cet aspect transition écologique qui était invité également, je dirais, à l'échange environnemental. Et on va même au-delà, il y a aussi un changement de paradigme. C'est même les modèles, je dirais, il y a de l'organisation, le modèle de l'entreprise, le modèle économique, tout ça est invité quelque part au débat et à évoluer. Et donc, il nous faut aussi, au-delà de ces compétences cœur, le cœur battant de l'ingénieur, avec ses hard skills, il nous faut aussi des power skills ou des soft skills. C'est-à-dire que pour pouvoir aller plus loin, il nous faut aussi ces ingénieurs managers, ces ingénieurs entrepreneurs, je dirais avec entrepreneurs, intra-entrepreneurs. Donc, il faut aussi inviter quelque part dans l'entreprise pour pouvoir pérenniser, capter, drainer de nouveaux marchés. Et il faut inviter quelque part donc, dans son lieu de travail, dans son organisation, l'innovation. Pour pouvoir effectivement acquérir de nouveaux marchés. Et ça passe aussi par, je dirais, donc, des spectres un peu plus larges. Alors, bien sûr, la double diplomation est une solution, mais ce n'est, je dirais, qu'une corde supplémentaire à son arc
En revanche, ce qui est recherché de plus en plus, en tout cas ce que je ressens depuis déjà quelques années, et c'est bien avant, je dirais, le Covid, ou la Covid, tout dépend comment on veut l'appeler. En tout cas, ça reste une maladie, donc on va dire ça comme ça, et on fait tout pour la combattre. C'est aller plutôt vers une forte hybridation, je dirais, des filières de formation. Et ça passe par une culture profonde, où on ouvre quelque part l'espace, je dirais, des possibles, et un spectre de compétences relativement, je dirais, très large. Et il ne faut pas perdre de vue que tout ne doit pas passer par la salle de classe. Et on le voit bien, il faut aussi passer par cette culture de projet, cette culture de stage, l'alternance qui était invitée à travers le témoignage d'Inès. Et il y a ce que disait Maxime aussi, on a besoin d'avoir un temps autre que le temps, je dirais, d'apprentissage pour se ressourcer autrement à la vie associative. C'est ce qui nous manque en fait. Et on voit bien qu'il y a des lieux où cet apprentissage d'autres compétences très recherchées par l'entreprise autour de ces soft skills, autour de ces power skills, qui sont de plus en plus importants, je dirais, dans la préparation et dans l'insertion. Et ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment aussi révélateur. Aujourd'hui, contrairement à nos aînés, grands-parents, parents, où on fait sa carrière dans la même entreprise, aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait un témoignage, au bout de 6 mois, la personne était déjà sur le 2e emploi. Donc, en fait, il faut bien accepter qu'on est rentré dans un cycle nouveau, l'entreprise évolue, le nombre d'emplois que nos jeunes vont occuper les années à venir sera relativement important et ils finiront peut-être à un moment donné par créer le leur en créant l'entreprise et créer effectivement d'autres emplois autour. Donc c'est vraiment dans cette belle dynamique qu'on s'inscrit de plus en plus dans nos filières de formation pour mieux répondre quelque part à aujourd'hui et à demain et après-demain, mais surtout lever le regard et se projeter pour les années à venir, parce que nous, lorsqu'on accueille un jeune bachelier, on le sort au bout de 5 ans, ou je dirais au plus tôt. S'il va plutôt dans le domaine de la recherche, il va falloir attendre un peu plus. Donc voilà. Et tout à l'heure, Yoann, je pense qu'il a invité aussi la recherche scientifique. Et le développement d'innovation passe aussi par, je dirais, ce travail, je dirais, de rigueur, d'appropriation de l'état de l'art, et également aussi, passe aussi par un travail collectif avec des potentialités individuelles. Et donc là, vous voyez bien qu'on parle davantage de d'autres compétences, plus que les compétences cœur, je dirais, qui sont les piliers, les fondamentaux de l'ingénieur, je dirais, à la française. Donc voilà, quelques éléments sur lesquels je pourrais plus apporter d'éclairage. Merci Monsieur Drissier. Alors j'ai quelques questions sur le chat, mais on y viendra dans la 3e partie de cette table ronde, puisque la 3e partie, ce sera sur le thème de quelles nouvelles adaptabilités pour les organismes de formation, la certification du diplôme, est-ce qu'il faut faire des classes prépa ou pas, enfin bref. Mais auparavant, je voudrais qu'on continue dans cette lancée avec Stéphanie Devez-Delaunay, parce qu'au niveau de l'État, finalement, vous représentez quand même le ministère de l'enseignement et de la recherche, vous avez beaucoup d'informations à nous apporter aujourd'hui, et puis aussi, on va parler des aides ensemble, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Donc, moi, effectivement, je travaille à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. C'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, c'est vrai qu'une précision de taille, c'est que tout ce qui est alternance, les textes sont régis en général par le ministère du Travail. Hein. C'est pour ça que nous sommes un petit peu entre deux. Alors, il n'y a pas de collègue du ministère du Travail. Je vous remercie infiniment. Donc, je suis d'autant plus touchée que j'ai un fils qui est en apprentissage en école d'ingénieur. Donc, vous vous doutez que je sais ce que c'est et que je vis ça de l'intérieur. Voilà. Alors, différents aspects quand même que je tenais à dire et que nous avons pu voir depuis le Covid qui est entré de plein fouet dans nos vies du jour au lendemain. Quelques mots-clés que je voulais vous donner avant de parler quand même des aides, c'est le mot agilité, il a déjà été évoqué, de nos étudiants, c'est-à-dire que notamment en école d'ingénieur, on voit bien qu'ils ont trouvé des solutions pour garder le lien avec leur formation d'un côté et le milieu économique de l'autre. Et c'est vrai que dans les remontées que nous avons beaucoup de soucis côté université dans la recherche de stage en général dans les cursus qui ne sont pas adossés à des écoles. Mais c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, on voit bien qu'il y a eu une agilité des jeunes pour continuer à trouver des stages. Et aussi, je dois dire que pour moi, il y a quelque chose de très puissant dans les écoles qui est les réseaux, notamment alumni,
qui sont effectivement très puissants pour aider les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlerai ensuite d'un jeune, une solution sur lequel nous travaillons beaucoup. Deuxième élément, c'est le fait en fait aussi que les jeunes, nous ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une vraie réflexion, une vraie introspection des jeunes sur eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on est dans des systèmes en France où c'est assez linéaire, hein. On fait son bac, on fait sa classe prépa, on fait son école d'ingénieur. Excusez-moi du terme, on ne réfléchit pas toujours en fait, hein, même si maintenant on a Parcoursup. Et on voit donc du coup une ouverture forte des jeunes, notamment vers les cursus sur l'environnement. Alors, je rejoins tout à fait les collègues qui parlaient de double cursus. Moi, j'ai vu par exemple l'École centrale de Lyon qui proposait un cursus à la fois ingénieur et médecin. Je trouve ça absolument génial comme idée. Voilà, ça, c'est des choses qui existent. Il y a aussi ingénieur et philosophie, hein, voilà, dans des aspects beaucoup plus, on va dire, portants peut-être à sourire, mais qui sont fortement intéressants. On aura peut-être l'occasion, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais… En fait, il faut rappeler les thèmes de France Relance, hein, dictés par le gouvernement, c'est-à-dire les thèmes du futur, c'est-à-dire l'investissement souhaité par l'État dans différents secteurs d'activité, notamment, on peut dire la santé. C'est pour ça qu'il y a des ingénieurs qui sont médecins et qui font ingénieurs. Il faut dire l'énergie, l'environnement. Voilà, ça, c'est 3 des secteurs souhaités par le gouvernement. Oui, tout à fait. Il y a aussi le PIA 4, hein, le plan investissement d'avenir, qui effectivement est doté de plus de 20 milliards d'euros, donc là qui est fortement poussé vers les secteurs dont vous avez parlé, effectivement, et qui va permettre de porter des projets dans ce sens. Et du coup, pour les jeunes, ça va leur permettre aussi de travailler dans ces domaines-là. Alors, pour revenir aux aides, puisque je ne peux pas non plus parler de tout ce que j'ai pu noter, que j'ai envie de vous dire peut-être par la suite. Donc, il faut savoir qu'effectivement, moi, il y a quelque chose que je tiens beaucoup à dire au niveau des jeunes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se parler des aides en termes financiers simplement, hein. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place avec Un jeune, une solution. Nous travaillons vraiment à l'aspect aide, mais aide aussi sur notamment le mentorat, l'aide psychologique, qui est aussi un des aspects qui a été développé par les ministères et par l'État. Mais l'aide, ça ne veut pas dire qu'on va faire des étudiants, des assistés. Alors évidemment, moi je tiens beaucoup à dire devant toute l'Assemblée, donc il y a plus d'une centaine de personnes qui sont avec nous, que l'apprentissage dans le supérieur est réellement une priorité pour le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque ça permet à des jeunes qui ont moins de moyens que d'autres de continuer des études supérieures. Donc ça, c'est vraiment un levier absolument essentiel. Alors, il y a des aides qui ont été données aux entreprises. On a eu plus de 20% d'apprentis grâce aux aides, hein, l'année dernière, ce qui est assez incroyable, et notamment dans le supérieur, hein, c'est ce que disait Madame Dufour aussi. Alors, apprentis et contrats de professionnalisation, hein, nous travaillons effectivement sur les 2 axes, grâce à des aides, hein, de 5 à 8 000 euros qui ont été données de façon exceptionnelle, mais on se rend compte qu'avant le Covid, moi j'ai plutôt envie de dire d'ailleurs, on avait un phénomène d'augmentation de l'apprentissage dans le supérieur qui montre bien à la fois une adéquation de l'alternance avec les besoins des entreprises, mais aussi les potentialités des jeunes. Deuxième type d'aide qui a été donnée, ce sont les aides à l'embauche directement, hein, c'est-à-dire à la sortie. Alors, lors de nos discussions, Florence, nous avons évoqué le fait qu'on a une problématique qui va certainement moins toucher les ingénieurs que d'autres étudiants, mais on a plus de 230 000 à l'heure actuelle, hein, ce sont les chiffres de l'APEC, cadres qui vont se retrouver au chômage là, dans l'année en cours d'année, et on a tous les ans plus de 200 000 étudiants qui sont diplômés. Donc là, on a un vrai enjeu à répondre sur ces 2 aspects-là. Et évidemment, les premiers touchés, ce sont les premiers emplois, c'est-à-dire notamment nos apprentis qui peuvent être embauchés à l'issue de leur apprentissage, nos stagiaires en stage de fin d'études qui peuvent être embauchés. Alors, comment ça va se passer cette année? Ce sont de vraies interrogations. C'est les raisons pour lesquelles nous cherchons des solutions, des palliatifs au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, donc notamment les services civiques qui ont été mis en place pour pallier un petit peu le souci de recherche d'emploi à la sortie de l'école. Alors, pour les ingénieurs, évidemment, vu les montants de salaire donnés en service civique, c'est assez compliqué. Mais on a aussi, on pousse aussi, ou du moins, non pas qu'on pousse, mais on accompagne les étudiants qui seraient un petit peu perdus, là, si je peux me permettre du terme, surtout les 2e années ou les 4e années, hein, ceux à qui il reste encore 1 an d'études. On voit qu'il y a beaucoup d'interrogations.
ces étudiants-là, l'année prochaine, ils peuvent se permettre de faire, par exemple, une césure. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on a beaucoup travaillé. La réglementation va permettre d'ailleurs de faire des césures sous forme de stage là, à partir de la rentrée. Donc ça pourra aider aussi les étudiants à continuer à réfléchir. Et sur cet aspect aide, aussi, on a l'accompagnement sur l'engagement étudiant qui est très important, c'est-à-dire faire acquérir les soft skills dont parlait notamment M. Drissi ou les power skills par les étudiants autrement que par un apprentissage stricto sensu, parce qu'on sait bien que là, les cours à distance sont vraiment difficiles, à la fois pour acquérir des agilités en termes de contact humain, hein, alors, parce qu'on a aussi les stages à distance, hein, il ne faut pas oublier, donc on a ces deux côtés-là qui sont très difficiles. Mais je vous donne des exemples. Hein. Nous, on encourage les étudiants, que ce soit en école d'ingénieur ou ailleurs, à être bénévoles dans des associations, à faire du tutorat, peut-être directement sur le terrain, à être dans des associations en plein air, parce que ça va leur donner des soft skills, hein, des savoir-être, des savoir-faire dont ils auront besoin en entreprise. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que pour une première année, par exemple, c'est quand même difficile de tout faire à distanciel. Il faut être super motivé, en fait, quand on n'est pas habitué de faire ses études tout seul à distance. Et finalement, le mentorat, ce que vous voulez dire, c'est qu'un deuxième année coach en première année, par exemple. Enfin, j'ai dit ça, mais c'est peut-être voilà, alors, justement, avec Un jeune, une solution, nous travaillons sur la valorisation du mentorat. Alors, le mentorat, c'est plutôt des adultes, entre guillemets, hein, donc des gens plus expérimentés qui aideraient un jeune à trouver un petit peu ses marques et à être à rester en phase avec son projet et sa vie sociale, on va dire. Et après, effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, il y a vraiment quelque chose de fabuleux. C'est le tutorat là, des deuxièmes années vers les premières années avec un système de parrainage où en fait on va être suivi sur toute sa scolarité. Donc ça aussi, on veut le mettre en avant avec Un jeune, une solution, parce que ça sauve, à mon avis, en ce moment, beaucoup de premières années ou de deuxième année qui sont perdus malgré le fait qu'ils soient des experts souvent sur l'informatique et les jeux vidéo, mais en fait, sur le contact humain, on voit bien que c'est quelque chose qui leur manque énormément. Moi, je pense que ce qui intéresse les jeunes et ce qui leur fait peur, surtout, c'est la certification du diplôme, la valeur qui est donnée au diplôme. Qui peut répondre là-dessus? Monsieur Drissi. Oui, je pense que c'est très important de rappeler que le diplôme d'ingénieur, c'est une valeur sûre sur le marché du travail, quelle que soit l'école et quelle que soit notoriété, hein, d'une manière générale. Tout à l'heure, et Madame Stéphanie Deves-Delaunay donc avait précisé, je dirais, l'engagement et on le salue, hein, dans tout ce qui est alternance, que ça soit l'apprentissage, que ça soit le contrat de professionnalisation. Vous savez, ce modèle, c'est pas seulement un modèle social, hein, c'est également un modèle pédagogique, c'est également aussi un modèle de relation école-entreprise. Donc voilà, on est sur quelque chose, il faut vraiment qu'on perde de vue cette vieille culture et cette vision négative sur l'apprentissage. Au contraire, c'est un profil d'ingénieur qui a des plus, qui apporte de la diversité au niveau d'une équipe, au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur le marché du travail. Je laisserai les chefs d'entreprise autour de la table réagir, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble très, très, très important, je dirais, à rappeler. Et on voit bien qu'il s'insère très, très bien. Hein, donc on n'a pas de souci. Puis on apprend beaucoup plus vite quand on est jeune et qu'on est en entreprise. Importante, et j'en aurais fini, c'est la mobilité en lien avec le programme Erasmus. Donc les apprentis aussi sont concernés. Et ça, c'est quelque chose aussi qui vient apporter quand même au spectre de compétences de ces jeunes générations d'ingénieurs des compétences supplémentaires qui sont très appréciées par les entreprises. Mais vous, Monsieur Drissi, vous avez l'air de dire que les entreprises ne sont pas très pour apprendre des jeunes apprentis. C'est ça que vous vouliez dire? Non, c'est les entreprises des apprentis. Moi, aujourd'hui, tout dépend des filières. Donc, bon, la difficulté, c'est que moi, je raisonne en tant que quelqu'un qui n'est pas sur l'Île-de-France. Donc, pour avoir une alternance, je dirais, réussie et pérenne et durable pendant le cycle de formation, surtout quand il s'agit d'apprentissage, il faut une proximité.
et c'est cette proximité dont on a besoin. Par contre, trouver des contraintes d'apprentissage un peu partout en France, aujourd'hui, il y a une offre qui est très riche, à mon sens. Donc, en tout cas, à ma connaissance. Ce n'est pas le problème pour vous, d'accord. C'est pas Merci beaucoup. Alors, le temps avance, donc il faut qu'on avance dans notre table ronde. Si vous voulez bien, troisième thème. Excusez-moi juste, Madame Sueur, je voulais juste dire quelque chose. Stéphanie Deves-Delaunay. Par rapport aux entreprises, nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on a été contactés par le réseau des ETI, pas par le réseau des ETI, par nos collègues de Bercy, mais qui se font la voix du réseau des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 250 et 5000 salariés. Et il faut savoir que ce sont des entreprises qui sont fortement à la recherche de stagiaires ou d'alternants du supérieur et notamment ingénieurs, parce que c'est un point que je voulais dire en complément de ce que M. Drissi a dit, c'est que les alternants, c'est un apport d'innovation absolument énorme pour les PME, TPE et ETI. Alors, je ne veux pas dire que ça apporte rien aux grandes entreprises, loin de là, mais par contre, on voit bien l'apport absolument conséquent pour les plus petites entreprises et la valeur ajoutée que les étudiants donnent, à la fois, surtout à les ingénieurs, évidemment, mais aussi quand ils sont en alternance. Voilà, je voulais ajouter ce petit point. Vous avez raison de le souligner, c'est ce que je disais en introduction. En fait, les jeunes connaissent les grands noms parce qu'ils sont cotés en bourse, ils font de la pub, on entend, voilà, ça c'est valable pour tous les métiers d'ailleurs, pas seulement pour les métiers d'ingénieur. En tout cas, vous pouvez écouter le bar de l'économie tous les matins. Je peux vous dire qu'il y a au moins par jour un chef d'entreprise qui propose des jobs. Et donc, ça, c'est très positif. Alors, on va finir ce débat sur le côté nouvelle adaptabilité pour les organismes de formation. C'est peut-être pas si facile que ça de diriger un organisme de formation. Mais et la première question, alors vous avez déjà abordé tout à l'heure, je crois que c'est Florence Dufour, sur le problème sur l'avantage plutôt du double diplôme. Vous aussi, Johan Gallo, ça on en a déjà parlé. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce la mort des classes préparatoires, finalement ? Parce qu'il y a on voit une désaffection des jeunes pour les classes préparatoires. Il y en a moins qui font les concours. Comment se passe un petit peu la répartition dans l'ensemble des formations, j'allais dire, qu'elles soient ingénieurs par l'université, donc par les classes prépa, Matsup, Maspé, en CFA ou en école comme vous, Florence Dufour. Qui veut commencer à répondre ? Alors. Florence Dufour, elle a ouvert. Oui. Allons-y. Je vais essayer de donner une vision globale pour les chiffres. On s'achemine assez rapidement vers 60 000 ingénieurs diplômés par an. Donc, sachant qu'on était à 40 000 il y a une quinzaine d'années, donc il y a un réel appétit pour ce diplôme. Et donc, si on veut remettre ça en perspective, une génération, enfin, une classe d'âge, c'est à peu près 600-650 000 jeunes. Donc, on peut considérer qu'un jeune sur 10 va être ingénieur, ce qui est énorme. Et si on regarde ça par rapport à un bac à orientation scientifique, alors je considère le nouveau bac, c'est-à-dire au moins une spécialité scientifique prise sur les 2 de terminale, ça englobe un peu plus de 150 000 jeunes. Donc, dans les premières estimations. Donc, ça veut dire qu'à peu près un élève avec une spécialité scientifique sur 3 deviendra ingénieur. Donc, ça veut dire que les écoles d'ingénieurs ont fait un énorme travail pour accueillir des publics variés, même si elles continuent de dire que le pilier maths est crucial. Moi, j'ai pu le voir puisque je préside aussi le concours Puissance Alpha qui est post-bac, qui regroupe 15 écoles d'ingénieurs. Et donc, j'ai pu voir le travail fait par mes collègues qui étaient parfois dans le stéréotype maths physique, qui toléraient la chimie et considéraient la biologie comme une petite fantaisie, pas forcément très scientifique. Ben là, ils ont fait l'effort et dit, pour nous, l'important, c'est les maths et une autre science. Et puis, si le jeune a fait 2 sciences bien robustes et qu'il a fait maths complémentaires, ben on va lui proposer quand même de passer le concours post-bac. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un énorme travail fait par les équipes pédagogiques pour accueillir des publics différents et aussi coller à ce nouveau bac. Parce qu'en fait, nous, on a
positivé complètement. Enfin, on a eu le temps, d'abord, on est informé depuis longtemps de la réforme du bac, et on a eu le temps de réfléchir à comment aller être ces jeunes. On va en fait avoir des publics hétérogènes qui ont fait des choix de spécialité, qui l'ont fait probablement avec amour de la spécialité plus que par tactique, parce que s'attraper 9 heures d'une spécialité, c'est quand même coûteux dans une vie, en plus en distanciel. Et donc, on va avoir des publics avec des passionnés de SVT, des passionnés de sciences du numérique, des passionnés de maths experts. Et donc, à nous de les faire matcher, que ce soit en classe préparatoire ou en classe préparatoire intégrée, à nous de les faire matcher. Quant à la mort des prépas, il semblerait, il y avait un débat ce midi sur une radio nationale qui disait que apparemment sur Parcoursup, les étudiants s'étaient rués sur les prépas cette année parce que les prépas n'avaient pas fait de distanciel puisqu'elles étaient dans l'environnement lycée. Et donc, les préparations intégrées des écoles en 5 ans avaient un petit peu plus souffert. Alors, je crois que c'est des signaux qui sont non confirmés puisque Parcoursup est en train de se clôturer. En tout cas, nous, on ne confirme pas pour Puissance Alpha. Hein. On a un peu plus de candidats, 4% de plus cette année pour l'instant. D'accord, merci pour ce sentiment. On va poser la question à Johan Gallo. Excuse, j'essaie de rouvrir mon micro. Oui, alors, en ce qui concerne les prépas, je vais baisser la main. En ce qui concerne les prépas, s'il y a une chose qui est vraie de notre côté au niveau de l'alternance, c'est qu'on privilégie généralement des parcours qui ne sont pas des parcours prépa, afin de pouvoir arriver à intégrer des formations par alternance. Alors, en chiffres, je crois qu'on est aux alentours de 20% de classes prépa sur une formation d'ingénieur par alternance. Et la CTI nous demande, parce qu'on considère que justement la formation par alternance est une autre voie d'accessibilité à une formation d'ingénieur, de ne pas dépasser des chiffres où en fin de compte les classes prépa deviendraient majoritaires sur ce type de formation. Malgré tout, on a beaucoup de classes prépa qui viennent nous voir sur les formations parce que dans les classes prépa, souvent on a cette perte de sens et cette relation avec le concret qui n'est pas toujours présente. Et c'est le discours que les jeunes qu'on voit en entretien nous disent en fait, les classes prépa, à force de faire beaucoup de maths, beaucoup de mécanique, ont tendance à un petit peu à écarter cette relation avec le concret. Et donc, les apprentis vont vers l'alternance pour justement aller avoir un peu plus de connaissances là-dessus. En tout cas, il y a une plus grosse volonté là-dedans. Deuxièmement, sur une formation par alternance, quand on a fait une classe prépa, pour arriver à trouver une mission, c'est compliqué parce qu'on cherche des compétences. Et c'était pour aussi répondre à une question tout à l'heure que vous aviez demandé sur la légitimité ou est-ce que le diplôme d'ingénieur reste toujours aussi valable qu'avant. Les diplômes d'ingénieur et les missions qui sont demandées s'appuient sur des compétences. Nous, en termes d'école, on se doit d'être garant de ces compétences, donc on fait notre maximum de pouvoir le faire. Et l'entreprise, dès le début, nous cherche des compétences lorsqu'elle veut apprendre un apprenti pendant 3 ans. Et les classes prépa les étudiants qui sortent de classes prépa n'ont pas forcément des compétences qui sont recherchées par les entreprises, qui ont tendance plutôt à privilégier sur des missions en début de formation d'ingénieur par alternance, des DUT, des BTS qui auraient fait pour le coup une prépa ATS pour arriver quand même à remplir le marchepied, des licences professionnelles où là, effectivement, les missions, les candidats matchent plus avec les missions que les entreprises recherchent. Donc, pour répondre à cette question sur est-ce que c'est la mort des classes prépa, si effectivement les tendances d'apprentissage se développent de plus en plus, étant donné que la volonté des apprentissages font que derrière, on doit prendre moins de classes prépa, il va y avoir un phénomène peut-être de saturation des classes prépa au bout d'un moment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, quoi. Merci beaucoup, Johan Gallo. Avant de passer aux questions sur le chat, j'aimerais quand même vous entendre, vous d'ailleurs et Florence Dufour, sur l'adaptabilité pour vous, organisme de formation. Je vois que Florence, elle rigole. Non, mais ce n'est pas drôle, puisqu'on sait très bien qu'on vous demande, vous, les ingénieurs, des compétences techniques, mais on vous demande aussi de former en gestion, appel d'offres, normalisation, budget, je ne sais pas, environnement. On vous demande aussi de former les jeunes en relations sociales, gestion d'équipe, gestion avec des plus âgés, gestion avec des plus jeunes, bref, et autres soft skills. Est-ce que ça devient difficile
d'adapter sa formation. Ah, Johan Gallo rigole aussi. Oui, il y a de quoi. Je pense que Florence Dufour sera de mon avis. Je sais pas, on va voir. Ça a demandé une révolution extrême d'arriver à remplir le challenge de la formation à distance, en sachant que nous, on avait l'habitude, comme tout le monde, de faire de la formation en présentiel. S'il y a une chose que j'ai, alors je ne sais pas pour Florence Dufour, mais s'il y a une chose que nous, on a pu voir, c'est que la formation à distance a ses limites. Les étudiants nous réclament de revenir. Ils veulent avoir de temps en temps la petite tape derrière la tête qui leur dit lâche ton téléphone portable et regarde l'écran, enfin regarde le cours. Parce que quand ils sont loin, ils ont le téléphone portable, mais pas la table qui va sur la tête. Du coup, c'est beaucoup moins évident. En plus de ça, on a eu au début, moi j'ai des collègues qui ont commencé à faire des cours comme à l'époque. C'est-à-dire, j'ouvre l'ordinateur et puis je fais le cours comme si les élèves étaient en face de moi. Et c'était un discours qui pouvait durer 2 heures. Et les étudiants, au bout de 20 minutes, il n'y en avait plus. Ou alors, ils étaient encore connectés, mais malheureusement, on savait très bien que si on leur demandait s'ils avaient une question, personne ne répondait parce qu'ils étaient partis faire autre chose. Donc, il y a eu ces petits ajustements maintenant. Et donc, on a complètement reconditionné entièrement notre façon d'enseigner. Moi, j'ai donné comme consigne de maximum 30 minutes de cours. Des notions claires. Et puis après, les élèves se déconnectent, font un travail en autonomie de leur côté, reviennent, reconnectent. Le prof reste à disposition en termes de prof ressources. Et sur des logiciels comme Zoom ou Teams ou Discord, les élèves les sollicitent pour poser des questions. Et de cette manière-là, on a réussi à raccrocher les wagons. Et ça s'est passé avec cette mutation un petit peu au forceps. On a réussi à valider un diplôme, je pense, pour la fin d'exercice septembre 2021, qui était similaire en un point de vue compétences acquises par rapport à ce qu'on avait précédemment. Par contre, c'est vrai que la rentrée des étudiants à partir de septembre 2020 a été très compliquée parce que du coup, on avait des nouveaux étudiants qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait pas tutorer comme on aurait voulu le faire. Les formations par apprentissage sont conditionnées à des volumes de 24, donc un responsable d'une classe pour 24 élèves. Donc normalement, il y a quand même beaucoup de coaching de proximité avec chacun des étudiants, mais pour ça, il faut être proche d'eux. Et ce n'était pas toujours évident. Après, on a eu encore le confinement d'octobre 2020 qui est venu encore s'aborder les choses. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, on rouvre, on a des consignes du ministère qui nous demandent de faire revenir les élèves une fois par semaine. Moi, je vous le dis, j'ai des étudiants, quand ils sont revenus en cours, ils ont pleuré. Ils étaient tellement contents de revenir qu'ils ont pleuré dans la salle de cours. Parce qu'ils m'ont dit, mais vous savez, M. Gallo, pendant 1 mois, pendant 2 mois, mon seul ami, c'était un mur blanc et mon écran d'ordinateur. Et à un moment, ils ont besoin de ce contact social. Et la distance, ce n'est pas du contact social. Ils ont besoin d'avoir une relation kinesthésique avec les gens, même si derrière, on a des conditions sanitaires on ne se touche pas, mais il faut qu'on se voit. Il faut qu'on puisse arriver à parler avec le langage. C'était dit tout à l'heure par quelqu'un. Il faut pouvoir arriver à rencontrer les gens, parler avec le langage. Il faut qu'ils puissent se voir. Et on voit qu'il y a des craquages. Et je comprends. Enfin, je me rappelle de notre président qui avait dit c'est pas facile d'être étudiant en 2020. C'est clair. C'est clair que moi, ils ont tout mon respect. Et nous, on a dû se reconcevoir notre façon pédagogique. Mais eux aussi doivent se réadapter. Et il y a des contraintes sur lesquelles ils auront beaucoup de compétences acquises à travers ce Covid qu'on n'aura même pas identifié en début de formation. Voilà mon avis. Merci beaucoup, Johan Gallo. On va poser les mêmes questions à Florence Dufour. Donc, nouvelles adaptabilités pour vous, organismes de formation, certification du diplôme. Ça a été un challenge absolument passionnant. Il faut le dire, hein, c'est un pilotage de crise et nous, on s'en est servi en outil pédagogique avec nos élèves. C'est-à-dire qu'on a suivi en fait toute notre adaptation avec un outil qui s'appelle une carte heuristique en français et une mind map en anglais. Et donc, la transformation de l'établissement, les étudiants pouvaient la voir en direct avec les points sur lesquels on était en train de travailler et ce qui se déployait. Donc, cet outil nous a été aussi très utile pour dialoguer avec le ministère et en fait être force de proposition à notre ministère. C'était vraiment un moment de coopération incroyable entre établissements, puisque l'année dernière, quasiment
à pareille époque, on était en train de faire un boulot d'adaptation au discours de notre président et de production d'idées. Et on était dans le bureau de notre ministre dès le lendemain matin en train d'avoir ces réponses à nos questions et suggestions qu'on avait posées dans la nuit. Donc moi, je suis en fait bluffée par l'adaptabilité dont on a tous fait preuve à l'écoute de nos étudiants, parce qu'on a co-conçu avec eux beaucoup de choses. Les professeurs aussi qui ont appris des outils et qui ont appris avec des élèves, le co-développement qu'on voit beaucoup en entreprise, qui se pratique maintenant dans les établissements, puisqu'on a des élèves qui nous prennent la tablette pour orienter la caméra, d'autres qui font les modérateurs dans la conversation, enfin qui font de la conception et de l'activité pédagogique avec nous. Et donc tout ça, c'est des compétences sur le CV extrêmement fortes. Mais je reviens sur la manière dont notre secteur, en fait, moi je le regarde par rapport à d'autres secteurs qui sont restés en état de sidération longtemps et qui sont presque toujours. Je ne vais pas les vilipender, mais tout le monde aura vu qu'il y a des secteurs qui nous manquent beaucoup et qui sont toujours en état de sidération. Sur le supérieur, on ne pouvait pas. On avait la vie de nos jeunes au bout des mains et donc il a fallu s'adapter. Et les établissements qui ont été les plus lents, ils étaient adaptés en 15 jours, les plus rapides en 24 heures. Et ensuite, on s'est professionnalisé. Et on a produit des idées, puisque la CDFI j'ai eu la chance d'animer les 200 écoles de la CDFI pour produire les idées de nous tous et produire un document qui était les recommandations pour le plan de relance. On a produit en fait fin mai, conférence de presse le 8 juin. Et le target board de nos idées, à nouveau, on a pris la même méthode, c'est-à-dire qu'on a donné les clés à la DGCIP de pouvoir regarder le target board et en direct comment les directeurs produisaient des idées, comment on les classait, comment on les mettait en œuvre, en se disant c'est une course de vitesse, notre ministre c'est notre ministre, et il faut qu'elle puisse voir comment on pense, à quoi on réfléchit pour pouvoir co-concevoir avec nous des solutions. Donc moi, j'avoue que je suis bluffée de la capacité réactive de notre pays, de la manière dont on a oublié qu'on pouvait être potentiellement concurrent et dont on est devenu en entraide, et du travail de co-développement avec nos étudiants, parce que ça les place directement dans une situation qui est commune et attendue en entreprise, où on n'arrête pas de parler de co-développement, d'agilité, d'adaptabilité, donc il fallait le faire. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à faire le distanciel? Oui. Est-ce qu'il y en a qui regrettent le monde du cours magistral tranquille? Oui. Est-ce qu'ils sont toujours employables? Non. Et ailleurs que chez nous? Non. Donc, on a un boulot maintenant d'employabilité de 100% de nos cadres et enseignants-chercheurs et il faut qu'on le mène. Merci Florence Dufour. Alors, une question pour vous, parce que là, on va terminer cette table ronde avec les 4 questions du chat. Développez-vous à l'EBI des futurs entrepreneurs ou de la création de start-up? J'ai l'impression de monopoliser un peu. Oui, donc on fait partie des 5 écoles classées dans les 5 premiers à l'usine nouvelle, mais c'est un peu une marque de fabrique Sergi, aussi CY Alliance. Donc, au Supmeca se reconnaîtra. Donc, il y a un énorme travail qui est fait avec le soutien de notre département et du ministère dans ce domaine. Et puis, c'est pertinent quand on est en biotech. Il y a beaucoup de startups, il y a besoin de beaucoup de créativité. Et donc, en numérique aussi, c'est des caractéristiques sectorielles. En tout cas, beaucoup d'appétit des étudiants pour ce domaine, beaucoup de dispositifs de soutien à nouveau nationaux, régionaux, départementaux, et un boulot, enfin c'est une étude de cas dont se servent beaucoup d'établissements pour les soft skills justement. Quand on parle entrepreneuriat, on mobilise absolument tout le travail de groupe, le pitch, le business plan, la caméra, les présentations. Donc, c'est des études de cas intégratives formidables. Merci Florence Dufour. Autre question, je ne sais pas qui va répondre. Les élèves ingénieurs ont des enseignements d'accompagnement au projet pro, préparation donc à l'insertion. D'après vous, que doivent apporter ces enseignements en priorité?
Moi, je pourrais peut-être, comme je n'ai pas monopolisé la parole, je pourrais… Oui, Monsieur Drissier, avec plaisir. À vous. Je rejoins ce qui a été dit par mes collègues, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut juste ne pas perdre de vue, tout n'est pas, je dirais, à la perfection. Je pense qu'on a fait un saut quantique, je pense qu'il y a un retour d'expérience très riche, énorme. Maintenant, il faut capitaliser sur tout ça et continuer à avancer avec, je dirais, collectivement. Je trouve que c'est le travail qui était fait à la CDFI, à la CGE, voire à la CPU. Je pense que c'est vraiment un travail extraordinaire et on peut saluer vraiment cette belle mobilisation. Pour revenir à la question, je dirais, côté accompagnement, je pense que ce qu'ont fait plusieurs écoles, c'est ce qu'on appelle le projet professionnel individuel. Qui permet en fait de répondre principalement à 3 questions, pour faire très court. D'abord, je pense qu'il est important que le jeune se réalise et finit par se connaître lui-même, définir aussi son profil. Et ensuite, c'est ça qui va nourrir par la suite son projet. Et à partir de là, il va pouvoir effectivement faire par rapport au secteur d'activité, tout en sachant qu'il faut rester agile. Le choix d'hier n'est pas celui forcément d'aujourd'hui ni de demain. Donc voilà, les choses peuvent évoluer. Ça, et la méthode qu'on a déployée au niveau du groupe INSA, c'est vraiment une méthode qui s'apparente vraiment à une démarche de recherche. C'est vrai que voilà, il faut vraiment faire un peu l'état de l'art, il faut se découvrir, voir un petit peu ses inspirations, etc. Donc travailler toutes ces soft skills dont on a parlé, et ensuite vraiment son projet pour aller un peu plus loin. Juste pour terminer, si vous permettez, donc il y avait cette… Moi, je suis parfois vraiment, je dirais, surpris par cette opposition classe prépa et modèle, je dirais, autre. Je pense que nous avons la chance en France d'avoir, je dirais, plusieurs modèles de formation qui s'adaptent, je dirais, pratiquement aussi avec une certaine sélectivité, que ce soit les écoles post-bac, avec un recrutement sélectif comme le groupe INSA, où on a une formation sur 5 ans, et on dit que la formation, c'est 5 ans avec une évolution progressive, etc. La préparation, je dirais, sur un cycle de prépa de 2 années avec les prépas classiques, et il y a bien sûr les formations universitaires. Mais vous savez, quand vous vous retrouvez, par exemple, après le Bac+2, pour attaquer le cycle d'ingénieur, et que vous vous nourrissez de ces 3 voies, je dirais, d'apprentissage, en fait, on réalise qu'on a une très belle diversité qui permet en fait de redynamiser et de créer vraiment quelque part une belle dynamique, je dirais, au niveau du cycle de formation. Je pense qu'on a la chance d'avoir, je dirais, cette richesse. C'est comme toute richesse, il faut pouvoir la gérer. Et il faut aussi, et en même temps, on voit bien qu'on ne prépare pas toujours, j'allais dire, le même produit, mais le même profil d'ingénieur. Donc, parce que au niveau d'une entreprise, au niveau d'un projet complexe, on a besoin, je dirais, une diversité de profils pour pouvoir effectivement relever les défis. Donc voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est très bien d'avoir conclu ainsi, d'autant qu'il faut rappeler que si les jeunes choisissent Mathsup, Mathsp, en fait, actuellement, tout le monde est pris dans des écoles, les concours en général, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Alors, il y a une dernière question, c'est pour vous, les jeunes. Sauf en bio, sauf en BCPST. Sauf en bio, bon, parce que l'exception qui fait la règle, c'est Florence Dufour. Voilà. Non, Inès, mais par contre, c'est vrai pour les maths. Voilà. Merci Florence Dufour. Inès et Maxime, la dernière question, c'est pour vous. C'est avez-vous conscience d'avoir développé des nouvelles qualités du fait de cette pandémie Covid-19 ? Du coup, j'en profite d'avoir la parole pour compléter aussi sur l'histoire de la mort des classes prépa. Je pense que c'est juste que les classes prépa perdent leur position hégémonique. Mais ce n'est pas un problème en soi, c'est une ouverture à différents profils. Et au contraire, ça peut être une solution, notamment pour la volonté d'avoir 60 000 ingénieurs par an. On en sera obligé de passer par l'extension à différents profils et du coup à de nouvelles compétences. C'est d'ailleurs cette année que les classes préparatoires intégrées sont devenues le premier vivier de recrutement en cycle ingénieur. S'agissant des compétences développées à la crise Covid, nous, on ne cesse de le répéter. Les élèves ingénieurs ont gagné en flexibilité, en résilience. Ceux qui sortiront de les promotions Covid, en quelque sorte, seront un peu des champions en fait, de la flexibilité.
ils ont participé tous activement en fait, à la transformation des enseignements dans leurs écoles, puisque tout le monde était perdu, que ce soit les administrations, les enseignants, les étudiants, personne ne savait comment faire. Et donc, c'est des solutions qui ont été co-construites. Il y a des écoles où c'est les interfaces d'enseignement qui ont été développées par les élèves, ou parfois c'est des enseignements, les élèves ont formé les enseignants sur des pratiques pédagogiques nouvelles. C'est des choses sur lesquelles il faut capitaliser, qu'il faut mettre en avant. Et je pense qu'ils ont gagné aussi, on a gagné aussi en prise de recul et de perspective. On accepte moins le monde tel qu'il peut être actuellement et on a plus tendance à le remettre en question et à voir comment on peut tous l'améliorer de manière collective. Et je pense que là aussi, l'ingénieur, de manière générale, doit participer au projet de société, à l'amélioration de son école, même s'il est diplômé depuis 5 ans, ou même des formations ingénieurs, etc. Et qu'on doit tous être engagés dans l'amélioration et des formations et des entreprises. Merci beaucoup pour cette jolie conclusion, Maxime Renaud. Inès Melouk, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, le mot a été prononcé plusieurs fois cet après-midi, c'est l'agilité qui revient souvent. Le fait que on est beaucoup plus à même à s'adapter, comme le disait Maxime, à de nouveaux enseignements, de nouvelles façons de chercher par nous-mêmes aussi beaucoup. Je le vois vachement autour de moi. Il y a plein d'étudiants qui ne trouvent pas forcément l'information aussi facilement qu'avant et qui du coup sont amenés à chercher par eux-mêmes, à apprendre par eux-mêmes, à travailler en groupe, mais de façon un peu différente. Et ça, pour le coup, ce sont des compétences qu'on n'avait pas du tout, moi en tout cas avant. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on voit. Je vais parler aussi des écoles du coup que j'ai pu auditer dans le cadre d'audit CTI. On voit en communiquant avec les directions d'école que, comme le dit Maxime, donc ils ont intégré les élèves dans les processus de décision pour justement les impliquer dans des méthodes de travail, dans un peu l'acquisition de nouvelles compétences par d'autres moyens que d'habitude. Les plateformes ont été choisies un peu en interaction avec toutes les parties prenantes qui les utilisent. Et pour le coup, l'adaptation au distanciel s'est fait donc plus ou moins bien en fonction des écoles. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le sentiment que les écoles ont quand même pris l'habitude de travailler à distance. Et en tout cas, apprennent au fur et à mesure pour justement avoir un enseignement qui soit le plus adapté possible. Et on voit que certaines écoles, même quand on reviendra au retour à la normale, continueront donc de proposer des enseignements en distanciel. Voilà, et c'était bien une belle conclusion pour préparer son premier emploi. Merci Inès Melouk. On va passer la parole tout de suite à Clarisse Vatine pour la seconde table ronde, le recrutement, le management et la RSE des jeunes ingénieurs.